hypnothérapeute. J'ai renforcé donc cette discipline par donc une formation en programmation neurolinguistique et par du coaching professionnel. Et là, je vais vous parler justement de l'hypnose dans le monde médical. Je tiens à vous dire que ma présentation aujourd'hui, elle est beaucoup plus... donc son objectif, c'est plus dans la vulgarisation de cette discipline en Algérie. Donc, j'allais dire, c'est ma 3e station ici, à Sifal. Donc, je remercie énormément les responsables de Sifal de m'avoir permis, justement, d'avoir cette tribune pour pouvoir, justement, échanger avec vous. Donc, n'attendez surtout pas qu'il y ait un travail qui a été fait par rapport à l'hypnose ou l'inclusion de l'hypnose dans le milieu hospitalier, parce que ça n'existe pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais je trouve tout simplement qu'actuellement, donc, je dirais à partir de 2025, donc il y a la Société algérienne de psycho-oncologie de soins et de support, qui est une société savante, qui est constituée d'une équipe pluridisciplinaire, allant des spécialistes de la douleur, des nutritionnistes, des psychologues, et ben voilà, ils viennent de m'impliquer, donc de m'intégrer dans leur société, à savoir qu'en tant qu'hypnothérapeute, donc c'est la première fois, et le premier médecin hypnothérapeute qui va rejoindre une équipe pluridisciplinaire au niveau des centres hospitaliers. Donc, c'est quelque chose, donc ça m'honore d'ailleurs, c'est vraiment un honneur particulier. Et d'autant plus, donc, bien sûr, il y a énormément de travail qui nous attend. Ce que je vais vous présenter maintenant, la première des choses, je vais, à un moment donné, vous faire un historique, j'allais dire, non exhaustif. Il va falloir savoir, à un moment donné, à quel moment on a pensé à inclure l'hypnose dans le monde médical. Et vous allez voir, depuis le 18e, 19e siècle, jusqu'à ce jour, comment, justement, cette discipline qui est l'hypnothérapie a évolué. Et vous allez donc, et je vais commencer par, donc, alors, très bien. Je voulais tout simplement donc vous dire un mot sur ce qu'on appelle une association des coachs qui a été, j'allais dire, qui a été mise sur le marché, j'allais dire, en 2024. C'est excellent. Donc c'est une plateforme pour pouvoir justement, bon, sans pour autant... je suis membre adhérent donc de cette ACPRO. C'est une association des coachs professionnels. C'est excellent pour le pays. Deuxième, je voudrais vous parler justement de cette société qui est la Société de psycho-oncologie et de soins de support qui date depuis 2017. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Qui date depuis 2017. Donc, elle a eu son agrément. Elle est en train de travailler au niveau donc, du centre Pierre-Marie Curie. Et c'est excellent. Donc, elle s'occupe, ce qu'on appelle, de la prise en charge des malades cancéreux depuis l'annonce de leur maladie, hélas dramatique, jusqu'à, on les accompagne donc dans leurs projets de thérapeutique lourds, ainsi que bien sûr pour susciter en eux la confiance et la sécurité. Pardon, voilà, donc voilà. Et là, je vais vous parler donc de l'hypnose médicale en faisant, j'allais vous dire, un historique non exhaustif. Je vais vous parler de Mesmer, pas de Mesmer du showbiz que vous voyez à la télévision. Oui, effectivement, il utilise l'hypnose, mais pour d'autres objectifs. Là, je vous parle de quelqu'un qui, à un moment donné, c'était donc le XVIIIe siècle, où à un moment donné, il a parlé du magnétisme animal. Attention, ce n'est pas le magnétisme de l'animal, c'est le magnétisme animal, parce que tout simplement, tout humain, il a une partie d'animalité chez lui, et vous allez voir qu'en hypnothérapie, elle est très importante dans le soin. Et Mesmer disait tout simplement, nous avons à l'époque, rappelez-vous donc, c'était le 19e siècle, il disait tout simplement que nous sommes entourés par un fluide cosmique, un fluide universel, et il y a un autre fluide qui est justement intra-humain. À un moment donné, quand il y a un dysfonctionnement psychosomatique, ça veut dire quoi?
il y a une désharmonisation entre ces deux fluides. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, son approche, c'est quand il avait une patiente ou un patient devant lui, assis sur une chaise, il utilise la main, il manipule, comme on dit, ce fluide cosmique, et sa main est l'équivalent de l'aimant minéral. Et quand par enchantement, il arrivait à harmoniser les deux fluides. Ça, c'est la compréhension de M. Mesmer à l'époque. À l'époque, on n'appelle pas ça les hypnothérapeutes, on les appelle des hypnotiseurs. Deuxième, il y a justement cette notion de magnétisme animal a été repris par un philosophe d'époque. C'est un philosophe qui est compliqué, donc c'est une constatation de ses compères, où il a développé cette notion de magnétisme animal. Je peux tout simplement vous dire, il est arrivé justement à appeler ça l'âme sentante. Et vous allez voir tout à l'heure jusque de quoi je parle. Et maintenant, et puis bien sûr, il y a eu Charcot. La première école, on l'appelle l'école d'hypnose de Paris, de Salpêtrière, l'hôpital de Salpêtrière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'idée de Charcot qui est à l'origine de la sclérose, donc la découverte de la sclérose latérale amyotrophique, même de la sclérose en plaques. Et lui, sa conception de l'hypnose, c'est pas pour traiter, c'était plus pour provoquer une crise, principalement chez les patients hystériques. Et je parle de l'hystérie non organique. Qu'est-ce qu'il faisait pour lui? Pourquoi il suscitait chez la personne ou chez la malade, la patiente hystérique, la crise, pour la décrire. Donc lui, il dit que l'hystérie pourrait justement être, ou la crise d'hystérie pourrait être incitée ou provoquée par un état hypnotique. Alors maintenant, et puis il y a une deuxième école, ses contemporains, c'est l'école, on dit l'hypnose de Nancy. C'est là, pour la première fois, parce qu'il y avait deux écoles qui se battaient, je tiens à vous dire, c'est la même époque. L'autre disait que l'hypnose, donc on l'utilise pour la manifestation de la crise afin de définir la maladie. En ce qui concerne Bernheim, qui avait aussi une équipe donc, qui travaille avec lui, c'est la première fois qu'il a parlé de la suggestion. Et là, c'est la suggestion directive, pas non directive de Milton Erickson, dont on va parler tout à l'heure. Donc là, j'allais dire, c'est lui qui a créé le mot de ce qu'on appelle de psychothérapie et la notion de suggestion dont on va parler tout à l'heure. Et là, Freud, à un moment donné, quand il a entendu parler que l'hypnose pouvait justement être utilisée en thérapie, il est parti faire donc ce qu'on appelle sa formation au niveau de l'école de Charcot de Paris et au niveau de l'école de Nancy. Mais voilà, vous allez peut-être, certains qui sont dans le domaine de la psychanalyse, de la psychiatrie, pourquoi Freud a délaissé l'hypnose? Parce que tout simplement, il disait que l'hypnose est trop efficace. Et lui, qui voulait inventer une science, ne pouvait pas théoriser l'hypnose. C'est pour ça qu'il est allé chercher, donc, aller voir pour créer une nouvelle, ce qu'on appelle science, qu'on appelle la psychanalyse. Mais attention, je tiens à vous dire que l'hypnose, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'a jamais été théorisée. Et je vous dis pourquoi. Ce n'est pas l'hypnose qui est énigmatique. C'est parce que l'hypnose, chacun de nous, par jour, nous vivons plusieurs états de transe hypnotique par jour, j'allais dire plusieurs fois par jour, chaque pratiquement 60 à 90 minutes. Vous conduisez la voiture, vous êtes en état de transe hypnotique naturel. Allez-y, vous vous rappelez du point A au point B, vous êtes concentré, hyper concentré sur, un sujet qui vous intéresse, vous êtes en état de transe hypnotique. Vous êtes en train, d'apprécier un paysage magnifique, donc vous êtes en état de transe hypnotique, mais qu'on appelle une transe hypnotique naturelle. Et on l'appelle communément, d'ailleurs, la transe commune. Donc finalement, l'hypnose, elle est naturelle. Ce qui est énigmatique, c'est quoi?
c'est les effets de l'hypnose. En d'autres termes, c'est son efficacité. Raison pour laquelle, maintenant, tout spécialiste de l'hypnothérapie n'arrive pas à la théoriser. Et là, j'ai envie de vous parler d'un des disciples de Freud. Lui, il a utilisé il a inventé une méthode qu'on appelle la méthode cathartique. Il fait quoi? Eh bien, il prend ce qu'on appelle une malade hystérique, il la met en hypnose directive, parce que c'était de l'injonction à l'époque. Pas maintenant, il y a la suggestion indirecte d'Erickson. Qu'est-ce qu'il faisait? Il la mettait en hypnose, et à un moment donné, une fois qu'elle est en hypnose profonde, elle va raconter, pendant qu'elle est dans l'état de transe hypnotique, elle raconte, il va la pousser chercher, fouiller son traumatisme, donc au fond donc, de sa psychologie, et elle va raconter son traumatisme. Et puis qu'est-ce qui se passe pendant la transe hypnotique? Il va provoquer ce qu'on appelle une crise, j'allais dire, émotionnelle, à valeur libératrice. C'est la grande crise. Pendant l'hypnose, on l'appelle ça l'abréaction. Mes amis peut-être psychanalystes connaissent très bien cela, même psychologues, psychothérapeutes. Donc, mais après, il va la réassocier, parce que quand on est en état de transe hypnotique, il faut que vous sachiez, il y a la réassociation. Une personne qui est en état de transe hypnotique, elle est fragile, comme de la porcelaine. Donc, je la dissocie pour la mettre en hypnose, je dois aussi la réassocier pour la remettre dans son environnement qu'elle a quitté quelques instants avant. Donc, à un moment donné, il pose la question à la personne, une fois qu'elle est réassociée, alors vous allez me raconter exactement ce qui se passait pendant la transe hypnotique. Si la dame hystérique raconte en détail ce qu'elle a vécu pendant la transe, c'est qu'ils disent, le médecin peut décréter qu'elle est guérie. Mais tout ça, c'est de la controverse. On est au 18e, 19e siècle. Je passe maintenant vers celui qui a qui était le premier à utiliser et à expliquer l'hypnose dans la thérapie. Et on l'appelle Milton Erickson. D'ailleurs, elle porte le nom, ce qu'on appelle de l'hypnose thérapeutique d'Erickson. Et c'est le père de la thérapie brève. Pourquoi la thérapie brève? Eh bien, il se trouve tout simplement dans ce qu'on appelle les disciplines ou dans les thérapies classiques. Il y a, si vous voulez, la psychologie clinique, il y a la psychanalyse. On prend du temps, 1 année, 2 ans. Généralement, c'est des rendez-vous pratiquement chaque semaine. Avec la thérapie brève de l'école de Palo Alto, c'était les années 50, là, c'est les séances. On ne dépasse pas les 10 séances et on peut ne pas arriver doucement à la 10e séance. Ça ne veut pas dire faut-il aller jusqu'à 10 séances pour pouvoir avoir des résultats. On peut les avoir à la première, à la 5e. Et comme on peut justement échouer. Attention. Alors, pour justement Erickson, alors vous avez, attention, l'hypnose, ce n'est pas elle qui guérit. Qu'on se mette d'accord. Nous ne changeons pas grâce à l'hypnose. Nous changeons parce que nous avons la possibilité d'effectuer des changements en état hypnotique. C'est une nuance importante. Je mets la personne en état de transe pour pouvoir la faire passer d'un mode à un autre, que je vais vous expliquer après. Et là, voilà. Et puis, l'approche de Erickson, c'est quoi? Alors, l'approche, vous savez que l'hypnose, elle a été pensée par des personnalités au courant plutôt psychologique, humaniste. Et deuxième, constructiviste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est les personnes qui vous disent, c'est un courant philosophique, psychologique, qui vous dit que nous avons toutes les ressources. C'est nous qui avons les ressources pour pouvoir venir à bout de nos problèmes, pour dépasser ou surpasser nos souffrances. Il va falloir tout simplement les chercher. Et il y a ceux et celles qui peuvent justement y accéder, et il y a d'autres qui ont besoin de l'hypnothérapeute qui est là devant vous. Alors, deuxième, donc le patient possède en eux des ressources nécessaires et les points forts pour résoudre le problème.
Les patients définissent leur objectif. Ce n'est pas l'hypnothérapeute qui dit qu'est-ce qui vous arrive. Ah tiens, je vais travailler avec eux de telle façon. Nous ne sommes pas des médecins allopathiques ou, traditionnels, classiques. Le médecin allopathique traditionnel, lui, il est en position haute. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est en position supérieure. Il est tout simplement le patron. Je connais mes pathologies, je sais comment poser le diagnostic. Dès que je pose le diagnostic, je peux traiter. Donc je suis en position haute. Nous, en tant qu'hypnothérapeute, nous sommes en position basse. Nous ne sommes pas, attention, ce n'est pas une position inférieure. C'est que nous, comme disait le fameux Socrate, je sais que je ne sais rien. Ça veut dire, la solution, elle est chez l'autre, chez ma patiente, mon patient. Comme il a créé le problème, donc on va voir extériorisation de ce qu'on appelle pathologie psychosomatique, qui vient le plus souvent d'une émotion. Nous avons les 6 émotions qui sont en nous, celles qui déterminent notre humanité. Mais quand une des émotions s'extériorise, vous allez voir tout à l'heure, c'est le mental qui va la prendre en charge. Et je veux l'analyser, et je veux la contrôler, etc. Et elle va se dilater. Quand elle se dilate, elle va prendre le pouvoir sur la personne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un symptôme, douleur, stress, addiction, tout ce que vous voulez, eh bien, il faut que vous égalisez ça. Vous allez dire, cela, il est, comment dirais-je, hégémonique. Il prend le pouvoir. Et comment faire pour justement se débarrasser un tant soit peu? C'est la personne elle-même. Je dois l'aider en tant qu'hypnothérapeute pour accéder à sa source. Donc, je dois réincorporer en tant qu'hypnothérapeute cette phobie, par exemple. Je dois la remettre dans son corps pour pouvoir justement la remettre dans ce qu'on appelle son environnement harmonieux, qui est la peur, la phobie. La peur est devenue phobie, et moi, mon travail, c'est de faire le travail contraire. Et ça, moi, quand je dis le travail, moi, s'il y a des résultats, pratiquement, moi, je n'ai rien à voir. C'est la personne elle-même qui a joué le jeu. Parce que c'est vrai, quand on est dans ce monde de l'hypnothérapie, c'est un jeu, mais c'est un jeu très, très sérieux. Alors, donc, à partir de là, nous avons en plus... Alors, il n'est pas indispensable d'en savoir beaucoup. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un médecin classique. Je dois savoir la cause pour pouvoir déposer ce qu'on appelle poser mon diagnostic. Là, je n'ai pas besoin ni de diagnostic, ni de rien du tout. J'ai besoin que la personne qui est en face à moi, il faut qu'elle soit connectée, que je me connecte à elle. Comment? Je dois lui faire passer ma présence pour qu'elle se sente, il y a quelqu'un qui est là, mon silence et mon écoute active. Les premiers signes, le préalable pour un hypnothérapeute, c'est sa perceptibilité. Très important. On peut être un excellent formateur dans le domaine, mais moins bon en thérapie, si on n'a pas cette perception, mes amis. Donc il va falloir travailler. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne l'ont pas, c'est terminé pour eux. Non, pas du tout. Ils peuvent vraiment, il y a pas mal d'exercices pour justement réactiver justement ce... Et puis, en dernier, il n'est pas nécessaire de connaître les causes et les résoudre. Un petit changement est la seule chose qui soit nécessaire. Écoutez, vous rentrez chez un hypnothérapeute avec votre idée. 1 heure après, quel que soit le résultat, ça peut être résultat positif, probant ou pas, la personne va changer d'angle. Parce que maintenant, avec des questions qui lui auraient été posées par l'hypnothérapeute, elle voit ou il voit sa personne autrement, ne serait-ce d'1 millimètre. Quand on arrive, parce que c'est un changement de comportement, mes amis, on ne va pas éliminer la souffrance. La souffrance, on va l'apaiser. La douleur, elle est intense. Comment faire pour l'apaiser? C'est ça ce qui est important. Ne dites jamais, je vais annihiler cette souffrance. Ça n'existe pas. Nous ne deviendrons plus des humains. Elle est apaisée. Alors là, ça, c'est celui qui a un peu... J'ai appris à travailler avec l'hypnose, justement avec ce qu'on appelle des scripts hypnotiques, avec des protocoles. Ça veut dire, à un moment donné, c'est moi qui va justement mener la personne vers un endroit qu'elle aime, etc., pour lui faire oublier, disons, la souffrance. Ça veut dire, je vais l'emmener ailleurs qu'ici, mais plus ailleurs qu'ici. Je tiens à vous dire, quand on est en état de transe hypnotique, une chose qui est importante, le conscient, il est toujours là. Peut-être qu'il n'est pas aussi, j'allais dire, impactant,
mais il est là. Ça, il faut vraiment se le mettre. Ce n'est pas que les personnes ne s'oublient complètement. Alors, maintenant, j'ai envie maintenant de vous parler un peu. Ça, c'est juste une plaque pour vous dire au niveau, donc, ce qu'on appelle, quand il s'agit de traitement, de prendre en charge un patient depuis l'annonce de sa maladie. Il faut le prendre en charge. Et pendant ce qu'on appelle, pendant le trajet du traitement lourd, donc, la personne qui va à un moment donné, vous allez annoncer une maladie telle que la maladie cancéreuse, il me semble, pour pouvoir gérer son parcours thérapeutique qui est assez lourd, avec tous les effets indésirables, y compris la douleur, là, il va falloir dès le départ l'accompagner. C'est ça l'objet, le but, l'objectif de l'hypnothérapeute. Et là, pardon. Ok. Là, je voudrais tout simplement vous dire, Milton Erickson, il a dit qu'il y a une singularité, personne ne ressemble à l'autre. Donc, quand vous avez une personne en face de vous en tant que thérapeute, il faut que vous sachiez, ne dites jamais je vais faire comme je l'ai fait avec l'autre, ou avec, non, pas du tout. Il faut réellement se connecter à sa réalité, à sa propre réalité. Là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Erickson disait que voilà, la carte du monde de chaque personne est aussi unique que leur empreinte digitale. Mais en fait, il l'a tiré d'un grand, ce qu'on appelle philosophe scientifique, qu'on appelle Korzybski. Lui qui a dit, parmi les présupposés de la programmation neurolinguistique, c'est quoi? La carte n'est pas le territoire. S'il vous plaît, ce que nous voyons avec la charmante dame, on voit le même public, les mêmes décors. Si je lui dis alors, décrivez-moi ça, elle va me décrire, et moi je vais le décrire différemment, parce que nos VACOC, c'est-à-dire nos représentations sensorielles, ont une autre, chacun a sa façon d'apercevoir les choses. Alors, ça c'est en général ce que je viens de vous dire. Là, les bénéfices de l'hypnothérapie, ça juste pour vous dire, il n'y a pas d'études données en Algérie. On n'a jamais intégré une hypnothérapie dans un milieu hospitalier. Ça, ce que je suis en train de vous dire, ce qu'on devrait faire, justement, prochainement, et aider avec cette auguste société à la SAPOS pour pouvoir déjà démarrer un travail au niveau, principalement aussi, déjà premièrement, au niveau des services d'oncologie. Donc, les bénéfices de l'hypnothérapie, réduction des douleurs aiguës chroniques, notamment c'est lié au traitement. Parce que des fois, il y a la douleur qui vient de la chimio, de la radio, intervention chirurgicale, mais elle peut venir de la lésion elle-même. Et vous avez diminution de l'anxiété et du stress, souvent amplificateur de la douleur. Je suis stressé. C'est des personnes qui sont bien sûr stressées avec ce qu'ils reçoivent déjà comme, j'allais dire, thérapie lourde. Donc à ce moment-là, plus par exemple, on agit sur ce qu'on appelle leur stress, et plus on diminue cette intensité de la douleur. Et nous avons aussi donc amélioration de la qualité de vie globale, parce qu'il faut une équipe pluridisciplinaire. Et c'est ça justement l'objectif, d'impliquer avec la psychothérapie, avec les spécialistes de la douleur, avec les spécialistes de la nutrition, l'hypnothérapie, que nous souhaitons justement donc bénéfique pour nos malades. On distingue 3 types de douleurs. Nous avons la très nociceptive. Pourquoi on dit très nociceptive? Parce que la nociceptive, elle est naturelle en nous. Vous mettez la main sur ce qu'on appelle une source, une source, j'allais dire, de chaleur, hop, vous allez tirer. Mais quand elle est très nociceptive, ça veut dire l'origine pourrait être inflammatoire, d'autant plus qu'il s'agit d'une lésion. Alors les douleurs neurogènes sont aussi d'origine nerveuse, celles qui sont implantées sur les nerfs, et nous avons bien sûr les douleurs psychogènes qui ont justement des causes psychiques. Et là, et comment, et voilà pourquoi j'ai la douleur, et j'ai mal, comment je dois faire, là c'est le monde mental. Mais attention, chez les malades cancéreux, généralement les 3 types de douleurs sont associés. Donc il faut travailler la douleur sur le plan thérapeutique, donner des médicaments, et il faut travailler aussi la douleur sur le plan hypnothérapique et peut-être psychologique. Alors là, c'est l'intérêt aussi, je suis en train de vous dire comment, en cancérologie, l'hypnose pourra être utilisée dans ses différentes formes. Il y a 3 formes. Il y a premièrement l'hypnoanalgésie, qui permet le contrôle de la douleur. L'hypnoanalgésie, ça peut être utilisé en urgence. La malade va faire un examen douloureux. Vous savez, les actes médicaux
il faut les préparer. Au lieu de se stresser, une séance d'hypnose, elle va faire son IRM, avec le bruit actuellement de l'IRM. Il y a le stress aussi. Donc ce qui fait, on les prépare avant pour affronter justement ces actes médicaux. Et l'hypnosédation, il y a un qui est en train de le faire. Je souhaite un jour, je vais le visiter, c'est à Tizi Ouzou, service de chirurgie. Il opère beaucoup les goitres chez les femmes et il leur fait l'hypnosédation. J'ai envie de... À un moment donné, je pensais qu'on n'utilisait pas l'anesthésie. C'était tout simplement l'hypnose. Et finalement, oui, il faut l'anesthésie, il faut l'hypnose. Donc on diminue la dose. Je ne sais pas ce qui se fait maintenant à Tizi Ouzou. Mais j'aimerais bien justement aller voir. C'est juste pour vous dire, on utilise l'hypnose avec ce qu'on appelle l'anesthésie. Allez, pour diminuer les effets d'anesthésie, ça veut dire quoi? Diminuer les doses, ça veut dire sur le plan interventionnel, etc., le malade va sentir il y a moins d'effets indésirables. Docteur Benhoussine, il vous reste 5 minutes. Je Oui, suis là. combien? Il vous reste 5 minutes. Oh, 5 minutes. Alors bon, Faudra conclure. on en a parlé, l'hypnosédation, l'hypnothérapie, l'auto-hypnose. Attention, à un moment donné, quand on travaille beaucoup avec des malades, donc en étant nous-mêmes hypnothérapeutes, donc thérapeutes en phase 2, à un moment donné, on va leur apprendre de s'hypnotiser eux-mêmes, donc d'utiliser cette hypnose. Mais attention, quand on dit auto-hypnose, c'est de l'hypnose, il faut justement se parler à la deuxième personne du singulier ou là du pluriel, roturier ou la noblesse, ça dépend, tu ou vous. Alors, le processus de l'hypnose, c'est le sentiment d'absorption. La dissociation, état de dissociation. Je me dissocie donc de ce qu'on appelle, pour pouvoir justement apaiser la personne, donc je dois la dissocier de sa souffrance. Donc je dois lui faire oublier un temps. Je tiens à vous dire, il y a deux types, il y a deux versants de l'hypnose. Il y a l'hypnose où on contourne la souffrance. Là, on l'amène dans un endroit qu'elle adore, la personne, c'est-à-dire l'endroit où elle est en son sécurité, etc. Pendant le moment, elle oublie sa douleur, elle oublie peut-être son stress, etc. Mais quand il faut maintenant lui apprendre à contrôler sa souffrance, on lui fait traverser ce qu'on appelle sa souffrance. Ça veut dire quoi? Elle va ressentir à un moment donné, cette personne, une angoisse, et puis à un moment donné, et pourquoi l'angoisse? Parce qu'en état de transe hypnotique, elle va sentir qu'elle doit, d'ailleurs, comment vous dire, avoir le sentiment de prendre un risque. Et prendre un risque, mes amis, là, c'est là où on a soit des résistances, on ouvre les yeux, parce qu'on ne veut pas sauter, ou bien, ou bien on saute. Ça, c'est ce qu'on appelle quand on fait traverser à la personne. C'est un travail assez lent, en tous les cas, il est plus, alors, un travail d'équipe, voilà. C'est pas bon, il faut des oncologues spécialistes de la douleur, psychologues nutritionnels, et maintenant ils ont intégré l'hypnothérapie. Voilà, et puis une approche centrée sur le patient. En oncologie, j'allais dire tout ça, l'hypnose doit être centrée sur le patient, en général c'est ça, pour aller un peu vite. Alors le travail thérapeutique, je tiens à vous dire là, l'entretien préalable, c'est quoi? C'est l'anamnèse. L'entretien préalable, c'est l'anamnèse. C'est à un moment donné, donc interagir avec la personne. Posez la question, qu'est-ce qui ne va pas, madame? Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Et laissez-les parler. Et vous allez voir qu'à un moment donné, il y a quelque chose. Ce que je vais récolter comme information ne m'intéresse pas beaucoup en tant qu'hypnothérapeute. Je veux que l'autre, la patiente et le patient structure sa souffrance. Là, j'allais dire, la domine, sait de quoi il s'agit. Et à partir de là, avec justement une méthode, moi personnellement, je n'utilise plus de script. Je dis à la personne, je lui donne un exercice. Puisqu'elle connaît le problème, elle est là, elle sent ce qu'on appelle sa souffrance, eh bien, je lui dis tout simplement, écoutez, vous prenez votre douleur là, vous l'avancez doucement, doucement, jusqu'à votre corps, et vous la laissez dissoudre dans votre corps comme un comprimé effervescent qui se dissout dans un verre d'eau. Ça, c'est des techniques. Désolé, je vais un peu vite dans ce qu'on appelle ma présentation, d'autant plus, madame, bon. Voilà. Alors, prendre en compte les 3 modes. Ça, je voudrais bien, si je fais ça, rapidement. Alors, les 3 modes, c'est quoi? Il y a le mode mental, il y a le mode sensoriel, et il y a le mode de confusion. Ça veut dire, quand, normalement, il fonctionne normalement.
Le mode mental, je suis dans l'intelligence, dans le contrôle. Et ça, j'en ai besoin pour justement comprendre les choses. Et à un moment donné, on passe à l'état, ce qu'on appelle sensoriel. Le mode sensoriel, donc du mode mental au mode sensoriel, il nous faut un mode de confusion. Et ce mode de confusion, par exemple, il est provoqué comment? Eh bien, tout simplement, imaginez, il y a madame qui est en train de les connecter à mon mental, donc elle est mentalement connectée à ce que je lui dis. Si je vous disais, madame, est-ce que vous êtes bien assise? Oui. Spontanément, elle m'a dit oui. Et qu'est-ce que j'ai? Je pense que non. Voilà ce qu'elle a fait. C'est très simple comme exercice. Elle était connectée, elle travaille avec le monde mental. Et à un moment donné, quand je lui ai posé une question, j'ai provoqué un doute, une incertitude. Elle s'est dit, mais bon, je ne suis pas déséquilibré, hein, je suis bien comme ça. Puis je lui ai dit non. Donc j'ai encore enfoncé le doute. Et pourquoi? Et normalement, qu'est-ce qu'elle fait? Mes pieds sont bien sur le sol, probablement mon dos, il est, etc. Ça veut dire que je l'ai déconnecté. J'ai créé une confusion. Et vous savez pourquoi? Je n'ai pas continué donc le processus. C'est tout simplement, elle était concentrée, le monde mental de l'analyse, etc., pour passer au mode sensoriel, le mode de l'animalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je fais passer la personne de l'état d'être humain à l'état d'être vivant par l'entremise d'un mode au milieu qu'on appelle le mode de confusion. Voilà, j'ai fait ça, ok, super. Pardon? Voilà le monde mental, le monde sensoriel, le monde de la sensibilité, le monde où toutes les représentations sensorielles, qui sont au nombre de 5, vont justement se mettre en évidence. Et je vous dis, c'est dans le monde sensoriel qu'il y a la solution pour la personne. Je dis il y a. Si la patiente et le patient qui est en face de moi jouent le jeu, on a plus de chances d'accéder à la solution. Docteur, alors bon, je vais aller dans Docteur le mode de Belhoussi, confusion. vous nous avez hypnotisé. Pardon. Vous nous avez hypnotisé. Il faudra terminer. Je l'ai fait exprès pour gagner quelques minutes. Non, vous n'êtes pas hypnotisé. Là, ce qu'on appelle le versant pour contourner la souffrance et le versant pour traverser, c'est le fameux adage chinois. Il dit tout simplement, au lieu de donner du poisson à manger pour quelqu'un qui a faim, et il faut plutôt lui apprendre à pêcher. Donc la deuxième versant, c'est le versant qui est un peu plus, j'allais dire, comment dirais-je, pertinent, mais où on approche plus de la solution. Bon, je vais voir ce qu'il y a. Là, l'hypnose n'est pas un sommeil, désolé, même si le mot grec dit hypnose, c'est l'endormissement, ce n'est pas le sommeil. Et il y a le sommeil paradoxal de Jouvet, c'est lui qui l'a créé, les années 50. Il disait que c'est là où on a les rêves. Qu'est-ce qu'il y a entre le sommeil paradoxal et le sommeil, ce qu'on appelle, et la veille paradoxale? Les deux ont communiqué entre eux. Il lui a dit, écoute, vous dites que le sommeil paradoxal, c'est quoi? C'est l'atonie posturale, on ne bouge pas quand on fait. Il y a en plus de ça l'activité cérébrale intense par ce qu'on appelle le truchement des globes oculaires. Donc à partir de là, il lui dit, mais non, en hypnose, quand quelqu'un est en hypnose, il est en atonie postulaire et d'ailleurs, ce qu'on appelle son globe bouge. Donc il y a une activité. Donc à partir de là, donc l'hypnose, ce qu'on appelle le sommeil, ce n'est pas l'hypnose, d'accord? C'est complètement différent. Ça ressemble, mais en hypnose, on est en hyperactivité, en éveil, on l'appelle ça. D'accord, ok, je termine avec ça. Définition de l'hypnose, on dit, bon, ça, il y a différents types d'hypnose, puisqu'elle n'a pas été, j'allais dire, ce qu'on appelle... elle n'a pas été expliquée, l'hypnose. Donc, ce qui fait, les définitions, elles sont nombreuses. Et là, contrairement à la relaxation, il existe un état d'hyperactivation cérébrale lors de l'hypnose. Alors, en relaxation et sophrologie, non. On est en passivité. Deuxièmement, alors, conseil aux soignants formés en hypnose, alors s'assurer que la démarche s'intègre dans un projet de service, intégrer une coordination de soins de support dans le cadre d'une démarche intégrative, et voilà, et participer à des intervisions quand on est dans un cadre, par exemple, au niveau des CHU, au niveau des services, et quand il y a une équipe pluridisciplinaire, il faut qu'ils travaillent, ils s'échangent. Et il y a aussi la supervision, donc ils font des gens, ce qu'on appelle des hypnothérapeutes, qui sont avérés pour pouvoir justement les accompagner et maintenir la dynamique des formations. La nature agit sur celui qui accepte de se livrer, la nature agit sur celui qui accepte de s'y livrer pour le remettre d'aplomb.
Merci. Ça veut dire il y a là toutes les ressources pour pouvoir s'en sortir, mes amis. Merci beaucoup, toutes docteur. les ressources. Docteur Benhouzi, il nous reste je plus de termine temps. par celle-là et je termine. Apprenez vos théories aussi bien que vous le pouvez, hein, mais mettez-les de côté quand vous entrez en contact avec le vivant miracle de l'âme humaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. C'est très, très passionnant, effectivement.